Bienvenue à World Affairs in Context, tout le monde. Aujourd'hui, je suis vraiment ravie d'accueillir à nouveau un invité exceptionnel, Einar Tangen. Einar est un expert politique et économique basé à Pékin, reconnu pour sa vision nuancée des relations entre les États-Unis et la Chine, de la géopolitique et des changements dans l'équilibre des puissances au XXIe siècle. En tant que chercheur principal à l'Institut Tae et commentateur régulier dans les médias internationaux, Einar apporte un regard rare à la croisée des cultures, forgé par des décennies d'expérience dans les affaires, le droit et la diplomatie. Il tient aussi une excellente page Substack que je lis assidûment et que je recommande vivement. Je mettrai le lien ci-dessous, n'hésitez pas à le suivre. Einar, bienvenue à nouveau dans l'émission. C'est un vrai plaisir de te revoir. Merci, Lena. Vous êtes vraiment trop aimable. Je devrais aussi préciser qu'il y a quelque temps, j'ai été nommé chercheur principal au Centre pour l'innovation dans la gouvernance internationale, un groupe de réflexion basé à Windsor, en Ontario, au Canada. C'est un grand honneur pour moi d'y être chercheur principal, ainsi que dans quelques autres institutions. Absolument. Félicitations. Je sais à quel point le travail que vous faites est impressionnant et toute l'expertise que vous partagez. Je suis vraiment heureux de vous retrouver dans l'émission parce qu'il se passe énormément de choses en ce moment. Ici, aux États-Unis, et sans doute en Occident en général, on entend tellement d'histoires et de récits contradictoires. C'est presque impossible de savoir quoi croire. Alors, je vous remercie vraiment d'avoir pris le temps d'être avec moi aujourd'hui. Vous avez souvent soutenu que la Chine privilégie la stabilité plutôt que la confrontation, et tout observateur objectif peut le reconnaître. Mais le problème, c'est que les relations internationales deviennent de plus en plus instables et imprévisibles. En ce moment, on assiste à une guerre hybride où des outils militaires, économiques et psychologiques sont utilisés en même temps pour imposer une domination, contrôler l'accès aux ressources et aussi à la technologie. La guerre en Iran a clairement mis en évidence le militarisme de Washington. Encore une fois, rien de nouveau à ce sujet. Mais elle met aussi en lumière les difficultés auxquelles fait face la majorité du monde pour contrer l'exceptionnalisme américain. Cette idée que les États-Unis se placent au-dessus du droit international et au-dessus de toute morale. Alors, pour planter le décor, comment Pékin perçoit-elle réellement le conflit iranien et plus largement les conflits au Moyen-Orient? D'accord. Donc ta question est vraiment complexe. À l'échelle mondiale, comme tu le disais, il y a un conflit entre deux visions du monde. La première, c'est la vision américaine, celle qui affirme en gros l'exceptionnalisme des États-Unis. L'Amérique doit diriger le monde, quoi qu'il en coûte. Elle doit maintenir une hégémonie économique, politique et militaire pour orienter le monde et éviter une troisième guerre mondiale ou d'autres conflits. La Chine, elle, a une autre approche. Elle s'appuie sur sa longue histoire et dit « Nous voyons les choses d'un point de vue civilisationnel ». Leur argument, c'est que la guerre engendre la guerre et qu'il vaut mieux chercher la paix. Dans un monde multipolaire, il faut des valeurs fondamentales. Et ces valeurs ne sont pas idéologiques, pas comme celles des États-Unis. Ces valeurs, c'est que chaque pays doit pouvoir vivre en sécurité et que cette sécurité ne peut pas reposer sur l'insécurité d'un autre pays. Chaque pays a le droit de choisir sa propre voie de développement et aucun autre pays n'a le droit d'intervenir dans son développement interne ni dans les choix qu'il fait pour y parvenir. Enfin, il faut reconnaître qu'aujourd'hui, la plupart des pays sont d'une certaine manière le fruit du hasard de l'histoire, que ce soit à cause des familles royales ou de manœuvres assez cyniques des puissances coloniales qui mettaient des minorités au pouvoir sur des majorités pour que ces minorités restent dépendantes de leurs bienfaiteurs coloniaux.
colonial benefactors. So the world exists today. Le monde d'aujourd'hui, c'est un ensemble de pays qui sont en réalité des mosaïques de groupes, de langues, de cultures et souvent d'histoires différentes. À l'intérieur, il y a des inimitiés, bien sûr, mais ce sont à eux de les régler. Si on commence à démonter les pays sous prétexte de « je ne les aime pas » ou « ma grand-mère vient d'un autre endroit que la tienne », on n'en finirait jamais. Alors, du point de vue de la Chine, il faut apprendre à comprendre les pays tels qu'ils sont. Ne réécrivez pas leur histoire. Ne les effacez pas de l'histoire. C'est ce qu'on a vu avec l'Afrique et aussi au Moyen-Orient. On fait comme si les gens là-bas passaient leur temps à sauter sur le sable avec des chameaux ou à courir dans la jungle en pagne ou quelque chose du genre. Rien n'est plus faux. Ces civilisations sont anciennes. Elles ont été le berceau même de la civilisation. Elles faisaient déjà des choses bien avant que, vous savez, les puissances occidentales n'y pensent seulement. Et en fait, après des siècles d'invasions menées au nom de la religion, en gros les croisades, ce sont elles qui descendaient. C'étaient en réalité les barbares qui arrivaient dans des régions riches en commerce, en soieries, en biens précieux, et ils étaient avides de s'en emparer. Donc il faut respecter les pays tels qu'ils sont. Il faut aussi respecter leur souveraineté, leur identité collective, quelle qu'elle soit. C'est à eux d'en décider à l'intérieur. À l'extérieur, les autres pays doivent respecter cela. Et puis, pour finir, cette idée d'un système de gouvernance mondiale, c'est en fait simplement se demander comment on s'assoit autour d'une table pour créer un consensus. Pas une paix imposée, pas une injonction sur ce que vous devez faire ou comment diriger votre pays, mais une manière de se retrouver quand il y a des problèmes, et il y en a toujours, des frictions qu'il faut résoudre et qu'on préfère régler autour d'une table. Sinon, on finit par mener des guerres inutiles et au bout du compte, on revient quand même à la table. C'est comme ça que la Chine procède. Et voilà pourquoi. Les gens disent souvent, oui, ça sonne très noble, très idéaliste, mais en réalité, chacun agit pour soi. Eh bien, d'une certaine façon, la Chine défend ses propres intérêts, mais elle croit au principe du gagnant-gagnant. La Chine est un pays parmi 195 dans le monde. La Chine, c'est un pays où le rapport entre la population et les ressources est d'environ 1%. Autrement dit, il manque de ressources. Donc ils sont obligés d'en importer. Et pour pouvoir les payer, ils doivent leur donner de la valeur ajoutée, puis les exporter. Ça leur permet aussi de répondre à leurs besoins internes. Ils ont donc besoin de paix, vraiment besoin de paix. Mais je pense que tout le monde souhaite la paix. Ce n'est donc pas en contradiction avec la vision de qui que ce soit, sauf si on considère, du point de vue américain, que c'est une sorte de menace existentielle. Parce qu'on ne veut pas que des pays fassent la paix quand on essaie de les déstabiliser. Tout ça, c'est une longue façon d'introduire votre question initiale. Comment la Chine voit-elle les choses? Eh bien, évidemment, d'après ce que je viens de dire, la Chine ne veut pas la guerre. Je ne pense pas que qui que ce soit comprenne vraiment pourquoi Donald Trump est allé dans un pays où 6 autres présidents avant lui avaient dit « Non, on n'y va pas. On n'a pas de bonnes relations. » Il savait que ce pays contrôlait le détroit d'Ormuz, que ce soit à l'époque où il était miné ou quand on y envoyait des navires. Il savait qu'il ne pouvait pas le contrôler. La côte est bien trop longue et ça touche une part énorme de l'énergie mondiale. Aujourd'hui, c'est autour de 20-21%. Et ce n'est pas seulement du pétrole, c'est aussi du gaz. Alors, qu'est-ce que la Chine essaie de faire à ce sujet? Eh bien, elle ne fait pas ce que font les États-Unis, c'est-à-dire tenter d'imposer leurs conditions au 17e plus grand pays du monde, à la fois par la population et par la superficie, c'est-à-dire l'Iran. Qui est derrière tout ça? En réalité, c'est Israël.
Et quand je dis Israël, je devrais plutôt dire le parti sioniste. Il y a environ 30 ans, un document intitulé Clean Break, A Defense of the Realm a été rédigé. Il a été remis à Netanyahou assez tôt, pendant son premier mandat. Et ce qu'il disait, c'est que tenter de négocier la paix ne fonctionnerait jamais pour Israël. Trop petit. Vous voyez, ces autres pays finiraient par le submerger. Alors le plan, c'était de perturber n'importe quel gouvernement ou de subvertir les autres pour qu'ils finissent soit par suivre ce qu'Israël voulait faire, soit par voir leur gouvernement déstabilisé, leurs économies déstabilisées. Eh bien, on peut regarder ce qui s'est passé au cours des 30 dernières années. En gros, ils ont suivi le plan. Et si vous avez des doutes là-dessus, allez vérifier. Ce document a été rédigé par Richard Perle et remis à Netanyahou en 1996. C'est devenu le plan directeur, la base officielle de la politique étrangère israélienne, ou plutôt, pas vraiment de la diplomatie, mais de la guerre. La seule chose qu'ils ne peuvent pas faire, c'est que, comme Israël compte environ 7,5 millions de Juifs et à peu près 2 millions d'Arabes, même pas la moitié des Juifs n'adhèrent à ce genre de sionisme radical. Donc en réalité, on parle d'environ 3,5 millions de personnes, plus ou moins, qui sont vraiment aussi radicales. Il y a des partisans dehors, bien sûr, mais il n'y a qu'environ 16 millions de Juifs dans le monde. Ils ont poussé cette idée, mais ils ne peuvent pas affronter un pays de 92 millions d'habitants, l'Iran. Alors ils ont dû faire intervenir les États-Unis. Et depuis des années, depuis 30 ans, Netanyahou ne cesse d'affirmer que dans quelques mois, l'Iran aura l'arme nucléaire. Pendant toutes ces années, ça a toujours été dans quelques mois, puis dans quelques semaines, puis d'un jour à l'autre, ce genre de discours. En gros, c'est un peu le premier à avoir crié au loup nucléaire. Malheureusement pour le monde, il est tombé sur quelqu'un qui se trouvait dans une position particulière, Donald Trump, accablé par des problèmes intérieurs parce que ses plans économiques n'ont pas fonctionné, et aussi par des ennuis politiques à cause de ses dossiers Epstein, 6 millions de pages dans lesquelles son nom apparaît. On l'a dit 1 million de fois, ces documents montrent une relation étroite dont il essaye aujourd'hui de se distancer. Mais ces pages ne mentent pas plus que les nombreuses photos où on le voit avec ce pédophile. C'était donc le moment parfait. Netanyahou l'a convaincu que ce serait facile, que ce serait exactement comme le Venezuela. Tu arrives en fanfare, tu déclares la victoire, tu prends un peu de pétrole et te voilà le héros. Ensuite, tu peux te présenter aux élections de mi-mandat en disant que tu es un homme fort, capable de créer la paix en étant dur. Sauf que c'était une erreur totale de calcul. Et maintenant, il se retrouve dans une situation où il veut s'en sortir, mais il ne sait pas comment. Il s'est enfermé tout seul dans un coin, et une partie de ça remonte au JCPOA. C'est l'accord négocié par Obama et soutenu par l'Europe, qui prévoyait que l'Iran renonce à enrichir ses matériaux nucléaires en les confiant en gros à la Russie et en s'abstenant de toute fabrication de bombes ou d'armes nucléaires. Mais Trump a déchiré cet accord. Eh bien, quand on déchire un accord qu'on a avec quelqu'un, ça détruit la confiance, ça la ronge peu à peu. À quoi bon avoir un accord si, vous savez, le prochain président, ou même dès le lendemain, on le déchire? Et ça a été aggravé par ces deux derniers, comment dire. J'aimerais parler de négociations de paix, sauf que ce n'en était pas. C'était des leurres de paix. Parce que dans chaque cas, les États-Unis ont dit « parlons de paix », et puis, avant même que les discussions soient terminées, ils ont attaqué. Ce qui donnait l'impression que ces pourparlers n'étaient qu'un prétexte pour préparer leur plan d'attaque. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc à ce stade, il n'y a plus de confiance. La Chine se retrouve dans une situation où elle essaie de comprendre comment reconstruire une base de confiance.
Et ce n'est pas seulement la Chine. Je veux dire, il y a un plan qui a été proposé par le Pakistan en collaboration avec d'autres États du Golfe pour promouvoir cette idée selon laquelle il y a 5 principes de base. Arrêter la guerre, arrêter les tueries, s'asseoir et discuter. Malheureusement, ça n'a pas marché, ça n'a pas pris. On voit encore les deux camps continuer à s'affronter. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Les États-Unis ne peuvent pas se détacher d'une guerre dans laquelle Israël, en quelque sorte, les a entraînés. L'Iran, lui, se retrouve dans une situation où son guide spirituel et chef d'État a été tué, avec une grande partie de sa direction. Il s'y était préparé, et maintenant, il cherche à se venger. Et ils pensent que la seule façon d'atteindre les États-Unis, ce n'est pas par la force militaire, mais en survivant et en contrôlant le détroit d'Ormuz. Parce que si 20% du pétrole mondial disparaît, ce n'est pas seulement l'énergie qui est touchée, c'est aussi la nourriture. Et la nourriture, c'est quelque chose dont on ne peut pas se passer. Dans ce cas-là, ils disent « Très bien, nous sommes prêts à laisser le reste du monde souffrir pour atteindre les États-Unis, pour les affaiblir au point que, la prochaine fois qu'ils s'assiéront à la table des négociations, les Américains sachent qu'ils n'ont plus toutes les cartes en main et qu'ils doivent accepter un accord négocié. Et cet accord, dans ce cas précis, inclura des réparations pour tous les dégâts qu'ils ont causés, quelque part entre 20 et 50 milliards de dollars. Pour l'instant, les choses continuent d'évoluer, donc évidemment, le chiffre va encore augmenter. Et on ne sait pas vraiment comment ils comptent gérer la question nucléaire. L'Iran dit on y renonce pendant 5 ans. Les États-Unis répondent non, vous devez renoncer à l'enrichissement nucléaire pendant 20 ans. Mais derrière tout ça, il y a un élément qui empêche toute paix durable ou toute dénucléarisation au Moyen-Orient. C'est le fait qu'Israël possède entre 118 et 120 armes nucléaires. C'est le secret le plus mal gardé du monde. L'ONU leur a demandé d'enregistrer leurs armes, d'adhérer au traité de non-prolifération. Ils ne le font pas. Et ils agissent en toute impunité parce qu'ils ont le soutien des États-Unis. Mais j'ai du mal à imaginer qu'un seul État belliqueux, Israël, doté de l'arme nucléaire, ne finisse pas par déclencher une course aux armements nucléaires au Moyen-Orient. Et peu importe ce qu'un pays peut dire, je pense vraiment qu'ils estiment que la seule façon de se protéger, c'est d'avoir l'arme nucléaire. Et si l'Iran en obtient une, je peux vous parier que l'Arabie saoudite en fera autant, peut-être même les Émirats arabes unis. Et vous savez, d'autres pays dans la région, évidemment la Turquie et l'Égypte, seraient de bons candidats pour ça. Ils ont le niveau technologique et les matériaux nucléaires nécessaires pour le faire. Donc, si on veut une paix réelle là-bas, il faudra un Moyen-Orient dénucléarisé. Et ça voudra dire qu'Israël serait contraint d'abandonner ses armes nucléaires. Et ça, je ne le vois pas arriver dans un avenir proche. Il faudrait une véritable catastrophe, une situation où leur économie s'effondrerait à tel point qu'ils n'auraient plus le choix, une sorte de paix à la westphalienne. Si vous vous souvenez, c'était la guerre de 100 ans entre les protestants et les catholiques. À cette époque, ils franchissaient régulièrement leurs frontières pour massacrer des villages entiers qu'ils brûlaient jusqu'aux fondations. Ils tuaient des hommes, des femmes, des bébés, chacun répondant à la violence par la violence. Finalement, ils en sont arrivés à un point où ils étaient ruinés, épuisés de s'entretuer. Alors, ils se sont installés dans des villages séparés, à quelques kilomètres l'un de l'autre. Et un homme faisait l'aller-retour, dans la boue du printemps, pour porter des messages, jusqu'à ce qu'ils finissent par se mettre d'accord. Toi, tu restes toi, et moi, je reste moi. Nous aurons une frontière. Ce que tu fais de ton côté, c'est ton affaire, pas la mienne. Et ce que je fais du mien, c'est mon affaire, pas la tienne. Et ce simple principe a ouvert la plus longue période de paix qu'ait connue l'Europe.
Alors passons à la question que tout le monde pose toujours. Let's get to, what people always ask. Oh, well, is China about to collapse because Ah they don't alors, have oil? est-ce que la Chine est sur le point de s'effondrer parce qu'elle n'a pas de pétrole? La Chine reçoit environ 11 millions de barils par jour, ou du moins elle en recevait depuis la région du Golfe des États-Unis. Ce n'est pas la totalité de ses importations, mais c'en est la plus grande partie. Là-dedans, entre 1 200 000 et 1 500 000 barils venaient d'Iran. Donc, quand on entend dire que 90% du pétrole iranien part vers les États-Unis, il faut garder en tête que c'est un chiffre relatif, pas minuscule, mais plus petit comparé à ce qu'ils obtiennent d'Arabie Saoudite et d'autres pays, sans parler du gaz et d'autres ressources. La Chine a donc plusieurs options. Elle peut augmenter la quantité de gaz et de pétrole qui arrivent par les oléoducs depuis la Russie. Elle peut aussi accroître un peu sa propre production, peut-être davantage. Mais au total, on parle au maximum de 2 millions et demi de barils. Donc vous avez ce déficit. Et puis, il y a ce qu'on appelle la destruction de la demande de pétrole. Ça veut dire que quand les prix montent, les gens cherchent des alternatives. Par exemple, avant, j'utilisais une pompe à eau pour mon système d'irrigation qui fonctionnait au diesel. Le diesel est devenu trop cher, alors j'ai acheté un moteur électrique alimenté par quelques panneaux solaires. Voilà. La destruction, c'est ça. Je n'utilise plus ce produit, j'en prends un autre. Donc en combinant tout ça, on parle d'environ 6 à 7 millions de barils par jour. C'est le déficit pour la Chine en provenance du Golfe. Ils peuvent continuer à chercher d'autres sources. Évidemment, les pays en stan, ces États-là, ont du pétrole et du gaz, mais il faut du temps pour construire des pipelines, mettre en place la logistique, tout ça. Et la Chine, qu'est-ce qu'elle a? Elle dispose entre 1,2 et 1,4 milliard de barils de pétrole dans ses réserves. C'est la plus grande réserve au monde et ça leur assure une couverture confortable pour quelques centaines de jours, peut-être plus, selon ce qu'ils ont réellement. Ça, c'est pour le court terme et ils ont déjà cette sécurité. À moyen terme, la Chine est en train de mettre en service une vingtaine de réacteurs nucléaires. Ils vont produire énormément d'électricité. L'objectif, c'est de remplacer le charbon et d'arriver à environ 30% de l'énergie totale du pays provenant du nucléaire. Et puis, en plus de ça, tout le monde sait qui sont les rois du solaire et aussi de l'éolien. L'éolien, ça prend un peu plus de temps. Le solaire, c'est plus simple et plus rapide à installer. On entend déjà de plus en plus parler de fermes solaires en construction et de quartiers dans les villes qui adoptent des panneaux solaires pour compléter leur approvisionnement en énergie. La Chine, en plus, possède le système de transmission le plus avancé. C'est bien de dire « j'ai de l'énergie ici », mais malheureusement, là où on la produit, ce n'est pas toujours là où on en a besoin. La Chine, elle, peut transporter l'électricité produite au Xinjiang à des milliers de kilomètres de la côte Est. Et ils peuvent l'acheminer vers cette zone avec seulement 20% de perte d'énergie. Alors oui, ça peut sembler beaucoup, mais en réalité, c'est bien moins que les pertes dans les systèmes vieillissants, encore utilisés dans de nombreux endroits, y compris aux États-Unis. Donc ils ont clairement quelques avantages technologiques. Sur le long terme, la Chine avait déjà inscrit dans son 15e plan quinquennal, avant même que tout cela ne se produise, son objectif de disposer d'une centrale à fusion opérationnelle. La fusion, c'est différent du nucléaire classique. C'est extrêmement chaud. Elle utilise un isotope lourd du deutérium, le divise et produit une quantité énorme de chaleur. Cette chaleur fait tourner des turbines à vapeur qui ensuite génèrent de l'électricité. Si ça se concrétise, c'est propre, c'est sûr, et ce n'est pas comme le nucléaire. Il n'y a pas de danger lié aux radiations. Et il n'y a pas d'effet secondaire négatif.
Donc ce serait presque une source d'énergie illimitée et bon marché qui changerait le monde et qui changerait forcément le marché du pétrole. Maintenant, il faut aussi que les gens comprennent que sur tout le pétrole produit, environ 60% sert à l'énergie pour faire rouler les voitures, les transports, les avions et tout le reste. Les 40% restants servent de matières premières dans les procédés industriels, les vêtements que vous portez, les parfums, tout ça. Il y a énormément d'usages pour ces longues molécules d'hydrocarbures complexes, les médicaments par exemple. Donc cette demande-là va continuer. Il y aura peut-être des substituts, mais à terme, on va voir un déplacement de la demande de l'énergie vers ces matières premières. Et à ce niveau-là, la Chine est plutôt bien placée par rapport à d'autres pays, au moins pour encaisser le choc. Je dirais qu'à court terme, ils sont à peu près au même niveau que la plupart des autres pays. L'Europe a environ 90 jours de réserve. Les États-Unis, eux, en ont moins, parce qu'ils ont beaucoup puisé dans leur stock. Mais d'un autre côté, ce sont de gros producteurs, donc l'impact est moins fort pour eux. En revanche, des pays comme le Japon, la Corée du Sud, l'Indonésie ou l'Inde sont vraiment en difficulté. Et il y a un autre aspect de l'énergie dont je dois parler, les engrais. Ce que je veux dire par là, c'est le gaz naturel. On en extrait l'azote, et cet azote sert de base à la fabrication des engrais utilisés dans le monde entier, environ 20% d'entre eux. Alors, quelle différence ça fait d'avoir ou non de l'engrais sur mes cultures? Prenons l'exemple du blé. On verrait une baisse de rendement d'environ 15 à 25%. Donc, au lieu de 100 000 boisseaux, on en aurait 75 000. Et ça veut dire qu'on va vers un choc alimentaire. That means there's going to be a food shock. In addition to that, if I don't have the diesel to run... En plus de ça, si je n'ai pas de diesel pour faire tourner mes pompes d'irrigation ou mes tracteurs pour semer, récolter et entretenir, je vais avoir de gros problèmes. Si je rate la saison des semis, c'est fini. Toute la récolte est perdue. Il y a donc aujourd'hui des régions où ils ne peuvent tout simplement pas en obtenir. Ce n'est même pas une question de prix. Ils ne peuvent juste pas en avoir. Et ça les paralyse complètement. Les gouvernements essayent de réagir, ils font ce qu'ils peuvent. Mais sans engrais et sans énergie, la situation va être très difficile. Et vous savez, les gens disent « oui, mais je ne vois pas bien ce que ça veut dire ». Et moi je leur réponds « d'accord, prenons un exemple. Un pain, c'est entre 15 et 25% d'énergie. Pourquoi? Eh bien, il faut des engrais, des tracteurs, de l'irrigation. Il faut récolter, puis envoyer le grain pour qu'il soit moulu, transformé en farine, cuit en pain, et enfin distribué. Devinez quoi? Chaque étape, absolument chaque étape, consomme de l'énergie. Et on n'y pense pas forcément, mais quand vous mangez votre sandwich à midi, vous ingérez, comme je le disais, entre 15 et 25% d'énergie pure. Et ça aggrave la situation dans laquelle on se trouve. Les marchés de l'énergie sont globalement en équilibre. Ils ne veulent pas produire trop s'il n'y a pas assez de demande parce que les prix chutent. Mais à l'inverse, personne ne veut de pénurie, car dans ce cas, les prix montent. Et ça a des conséquences économiques très lourdes. Pour vous donner une idée des ordres de grandeur, aujourd'hui on parle d'environ 20% de l'énergie mondiale. En 1973, l'OPEP avait retiré entre 7 et 9% de l'énergie mondiale parce qu'ils étaient en train de se constituer. Et ils ont dit « On va revenir en barreau pour esta growth of wimbusi, suave is a pinu to resource regna resource. » Ça a fait grimper le prix de l'énergie, le baril de pétrole, par 4, passant de 12 à 48 $. Puis en 1969, pendant la révolution iranienne, entre 3 et 5% du pétrole mondial ont été retirés du marché, et le prix a doublé. La même chose s'est produite à nouveau pendant l'occupation russe, la guerre en Ukraine qui continue encore aujourd'hui. On a vu à peu près un doublement des prix à cause de ça. Et bien sûr, il y avait d'autres facteurs en jeu.
Le doublement s'est fait sur une longue période. Mais il y a eu des pics où le pétrole, le gaz et d'autres produits similaires se vendaient à des prix absurdes sur le marché au comptant, parce que les gens ne peuvent pas s'en passer. Je ne peux pas chauffer ma maison. Je ne peux pas faire voler l'avion. Je ne peux pas cultiver mon jardin. Je n'ai pas d'engrais. Tout ça, ce sont des éléments qui sont touchés. Donc avec littéralement plus du double de la quantité de pétrole retirée qu'en 1973, quand le prix avait été multiplié par 4, on pourrait très bien voir les prix grimper de 4 à 6 fois. Alors on partait d'où? Quelque part entre 60 et 4,20. Vous multipliez ça par 4 ou 6 et vous obtenez un chiffre franchement inquiétant. Et ce chiffre-là, ça veut dire que le monde pourrait basculer dans une récession mondiale, voire une dépression mondiale. Donc malheureusement, je n'ai pas beaucoup de bonnes nouvelles. Mais ce que je vous dis, c'est que la Chine ne pense pas pouvoir gagner. Elle voit les dégâts que les États-Unis s'infligent à eux-mêmes. Mais il ne s'agit pas de gagner. Ce genre de guerre ne peut jamais être gagné. La demande mondiale chute et ça touche aussi l'économie chinoise. Rappelez-vous, leur objectif, c'est de faire entrer des ressources et de vendre des produits à plus forte valeur ajoutée. Donc cette situation leur porte vraiment préjudice. Elle compromet les plans et les efforts qu'ils ont engagés. Environ 1,3 billion de dollars investis dans l'initiative des nouvelles routes de la soie pour construire les infrastructures d'un système commercial mondial. Tout ça est mis en pause pour un moment, parce que les gens essayent simplement de subvenir à leurs besoins essentiels, notamment en nourriture. Ce n'est donc pas une bonne situation pour la Chine. Mais pour y faire face, ils sont prêts, bien mieux préparés que beaucoup d'autres pays. À ce stade, la Chine veut la paix. Elle souhaite en faire partie, mais pas à l'ancienne, pas comme avant, quand, pour les États-Unis ou l'Europe, faire la paix signifiait surtout prendre un morceau de ce qu'avait l'autre. La Chine veut simplement voir quelque chose de durable, où les parties se réunissent et acceptent de coopérer. Elles comprennent les positions des uns et des autres. Ce n'est pas que tout le monde obtienne exactement ce qu'il veut, mais qu'il trouve un consensus avec lequel ils peuvent vivre. Et ça, pour moi, et je pense pour toute personne raisonnable, c'est le signe de quelque chose qui peut durer en matière de négociation de paix. Plutôt que d'imposer sa volonté à quelqu'un qu'on juge plus faible et de le voir attendre son heure, prêt à se venger quand le moment viendra. Donc, en résumé, c'est une façon un peu longue de dire où en est la Chine et vers quoi se dirige la situation mondiale. C'est vraiment fascinant. J'ai entendu deux points de vue très différents sur l'impact de la guerre en Iran pour la Chine. Le premier groupe pense que la Chine est la principale cible parce que son approvisionnement en pétrole est perturbé. Mais, comme vous venez de le dire, la Chine s'est protégée contre les perturbations à court terme de ses sources d'énergie. Elle dispose d'une réserve stratégique énorme, estimée aujourd'hui à environ 1,4 milliard de barils, comme vous l'avez mentionné. Et il paraît assez peu raisonnable de penser que cette guerre a été lancée pour nuire à la Chine. Je pense qu'il y a sans doute un aspect lié à la volonté des États-Unis de contrôler les flux énergétiques et de réaffirmer leur domination sur le marché du pétrole. Mais ça ne semble pas être la raison principale. Et puis, il y a un deuxième groupe de personnes, dont certains universitaires occidentaux très connus, qui affirment que la Chine profite silencieusement de l'instabilité prolongée au Moyen-Orient. La revue Foreign Affairs vient d'ailleurs de publier un article intitulé « La guerre contre l'Iran est une victoire pour la Chine ». Dans cet article, les auteurs expliquent que sur le plan militaire, la Chine observe et apprend concrètement comment les États-Unis interceptent les missiles, quel type d'armes ils utilisent, comment fonctionne leur cycle de décision.
Donc, dans ce sens-là, ils disent que la Chine sort clairement gagnante de la situation. Quelle est votre opinion sur ces affirmations? Pensez-vous qu'il y ait une part de vérité là-dedans? What is your take on these claims, and do you believe there's any truth to them? Okay, let's deal with the second. D'accord. Commençons par la deuxième affirmation, parce qu'on peut la régler assez vite. Imaginons que toi et moi, on joue au foot ou au soccer, comme tu veux, et que je décide de tirer le ballon dans mon propre but. Oui, tu gagnes, mais seulement parce que j'ai marqué contre mon camp. Eh bien, c'est un peu ça, les États-Unis. Voilà. Donc, ces universitaires essayent de faire croire qu'il y aurait une intention malveillante de la part des États-Unis, que, d'une manière ou d'une autre, les États-Unis auraient placé Donald Trump dans une position où il déclarerait la guerre à l'Iran. Alors qu'en réalité, si on regarde d'où ça vient vraiment, ça vient clairement de Netanyahou. Mais comme je l'ai dit, c'est une bonne façon de détourner l'attention. Alors revenons à votre première question. Si j'ai bien compris, vous dites que la Chine est en train de gagner parce qu'elle sait tout ce qui se passe, qu'elle choisit le bon moment, et ainsi de suite. C'est une hypothèse, et c'est justement ce que je trouve toujours intéressant. Quand j'étais procureur et aussi quand j'étais avocat de la défense, j'ai remarqué un schéma chez les criminels. Ce qui faisait, par exemple, si vous avez un voleur, ce qu'il vous dirait en gros, c'est « Tu sais, mon seul crime, c'est de m'être fait attraper. Tout le monde est un voleur. J'essayais juste de prendre quelque chose avant qu'on me le prenne. » C'est une rationalisation. En fait, ils affirment que tout le monde pense comme eux. Je fais simplement ce que je peux avant qu'ils ne le fassent. Et c'est exactement l'idée derrière une attaque défensive, non? Une attaque préventive. Parce que je sais exactement ce que tu vas faire. Pourquoi? Eh bien, parce que c'est ce que moi, je ferais à ta place. Et c'est précisément ce que ce type d'universitaire essaye toujours de promouvoir. La Chine n'est pas comme les États-Unis. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la Chine a une vision différente. Elle repose beaucoup sur les réalités concrètes de son économie, mais aussi sur l'idée qu'elle peut mener, vous savez, à un avenir commun pour l'humanité. Je sais que certains disent « Oh, c'est banal, c'est naïf, l'humanité a toujours été en guerre. » Eh bien, ça vaut peut-être la peine d'essayer, non? D'essayer d'arrêter ça, de voir comment on peut avoir plus d'égalité, moins d'écart. Peut-être qu'on y arrivera, surtout s'il y a une énergie très bon marché et abondante. Beaucoup de choses deviennent possibles. On peut élargir les zones où l'on peut vivre, parce que chauffer sa maison dans l'Arctique ou la rafraîchir dans la jungle, ce ne serait plus un problème. On aurait beaucoup d'électricité. On pourrait faire pousser des choses. On pourrait extraire de l'eau de l'air. On peut littéralement vivre dans le désert si on a assez d'énergie. L'hydroponie et ce genre de technologie changent tout de façon spectaculaire. Alors pourquoi ne pas imaginer un monde où on ne se bat pas les uns contre les autres, mais où on profite du commerce? Est-ce que c'est si terrible que ça? C'est ça que je trouve vraiment déroutant. Beaucoup d'universitaires et d'autres personnes partent du principe que la Chine a les mêmes intentions malveillantes que celles que leurs propres pays ont montrées pendant des siècles. Et vous savez, je pense que c'est l'un des plus grands obstacles à tout compromis possible. Tout le monde part du principe, enfin, pas tout le monde, mais beaucoup de gens en Occident, surtout à Washington, que les autres vont agir comme nous le ferions. Et ce que nous ferions, c'est profiter des autres. Voilà le genre de raisonnement qu'on entend. Je le vois sur des chaînes de télévision, de l'Inde au Moyen-Orient, en passant par l'Europe, l'Asie et ailleurs. Je passe sur beaucoup de chaînes différentes, plus de 50 en fait. Alors j'écoute attentivement les questions parce que ce sont elles qui me montrent vraiment comment les gens pensent, vous voyez? Les réponses peuvent varier, mais quand on me pose une question,
Je peux à peu près deviner où la personne veut en venir et comment elle réfléchit. Donc ce que je dis souvent aux gens, c'est arrêtez de vous concentrer uniquement sur les réponses et commencez à regarder les questions. Peut-être qu'à ce moment-là, vous comprendrez beaucoup mieux ce qui se passe. I love your metaphor where you compared. J'aime beaucoup ta métaphore, celle où tu compares ça au football, non? Les États-Unis, en fait, se tirent dans le pied depuis longtemps, et plutôt efficacement, parce qu'ils semblent fonctionner dans leur propre univers, où chaque autre État est automatiquement perçu comme une menace. C'est très intéressant de voir comment l'administration Trump a amplifié ce besoin de chercher l'hégémonie et la domination au détriment des intérêts des autres nations. La guerre choisie par Trump en Iran s'est aussi faite au prix de la capacité des États-Unis à projeter leur puissance dans la région Asie-Pacifique. Les États-Unis n'avaient pas d'autre choix que de déplacer des moyens militaires d'Asie de l'Est vers le Moyen-Orient. Et c'est un signal très clair des véritables priorités de Washington. Au Moyen-Orient, on peut d'ailleurs avancer un argument solide. Une fois cette guerre terminée, espérons-le bientôt, il faudra sans doute repenser la présence des bases américaines. Les États du Golfe pourraient ne plus vouloir dépendre uniquement des États-Unis. Ils chercheront probablement à élargir leurs partenariats et leurs alliances. Mais quel impact tout cela a-t-il eu sur le Japon et la Corée du Sud en ce qui concerne leur dépendance vis-à-vis du parapluie militaire américain? Eh bien oui, je veux dire, au Moyen-Orient, je connais pas mal de gens de là-bas, à des niveaux assez élevés. Et c'est très clair. Ils pensaient qu'une base militaire américaine était un bouclier, qu'elle les protégerait. Et maintenant, il s'avère que ce n'est pas un bouclier, c'est une cible. Les États-Unis ont choisi de protéger Israël, pas même leur propre base, pas même leurs soi-disant autres partenaires. Donc, ils savent très bien qu'ils ne comptent pas grand-chose face à la priorité donnée à Israël. Évidemment, ça les pousse à revoir leurs options. Je crois que le Qatar a annoncé qu'il aimerait voir la base partir, et je parierais que l'Arabie saoudite est en train de reconsidérer, elle aussi, la présence d'une base sur son territoire. Ils ont aussi indiqué qu'ils comptaient commencer à acheter des armes ailleurs pour ne plus dépendre entièrement des États-Unis, surtout après que Trump a personnellement insulté le prince héritier. Ce n'est pas ce que j'appellerais une décision très avisée, mais bon. Voilà un homme qui, en l'espace d'une semaine, a réussi à se mettre à dos les 3 plus grandes religions du monde. Évidemment, ce dimanche matin, le dimanche de Pâques, l'un des jours les plus sacrés du christianisme, il publie un message truffé de grossièreté qui se termine par un salut ironique au monde musulman. Ensuite, il se dispute avec le pape. Et dans le même temps, il commence à diffuser des mèmes de lui-même déguisé en Jésus. Eh bien, le fait qu'il se soit déguisé en Jésus ne passe pas du tout chez les évangéliques. Eux, ils lisent la Bible et disent « Non, 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 on ne fait pas ça. On n'adore pas de faux idoles. » Et maintenant, on a Tucker Carlson qui dit ouvertement « Peut-être que c'est l'Antéchrist. Peut-être qu'on s'est fait avoir. » Et cette idée commence à circuler parmi ses partisans, en même temps que celle selon laquelle il aurait mis en scène sa propre fusillade, son oreille et tout le reste. Moi, je n'y crois pas, mais ce que je veux dire, c'est que sa base MAGA est en train de se fissurer, là, sous nos yeux. Joe Rogan et les gens qui le soutenaient autrefois se sont retournés contre lui. Il se retrouve donc dans une situation vraiment très difficile. Alors, pourquoi est-ce que je parle de ça en lien avec la Corée du Sud et le Japon? Parce que quand ils regardent Donald Trump, ils se disent « on ne veut pas le contrarier, parce qu'on ne sait pas ce qu'il va faire ». Ou justement, on le sait. Il prendra des mesures punitives, autant qu'il le pourra.
et il va perturber nos marchés, rendre tout encore plus incertain que l'incertitude déjà énorme à laquelle on fait face. Du coup, ils essayent soit d'échapper à son attention, soit de minimiser les choses. On l'a bien vu avec le cirque qui a eu lieu quand le Premier ministre japonais lui a rendu visite et qu'il a décidé de faire une allusion à Pearl Harbor en parlant d'attaques surprises et de ce genre de choses. Franchement, c'est incroyable du point de vue diplomatique. Ils ont compris qu'ils devaient prévoir d'autres options, à la fois pour leur sécurité et pour leur commerce à long terme. Ce sera intéressant de voir quelle direction ils prendront. Ce sont 3 pays et tous ont des intérêts économiques importants en Chine. Mais ils pourraient décider de développer davantage leurs échanges avec l'Europe, l'Afrique, l'Inde ou ailleurs. Ils sont libres de le faire. Mais ils savent qu'il n'y a pas d'avenir à long terme en comptant sur les États-Unis, ni sur le plan militaire, ni sur le plan économique. Voilà un peu où ils en sont. Évidemment, tout ça va dépendre du processus politique. Et je peux vous dire sans aucun doute que vu le choc alimentaire qui s'annonce, quand les élections auront lieu après l'automne prochain, on va voir beaucoup de changements de gouvernement. Ils seront tenus pour responsables, malheureusement, des décisions d'autres gouvernements sur lesquelles ils n'avaient aucun contrôle. Mais vous savez, les gens sont comme ils sont. Ils votent selon leur portefeuille. Et leur portefeuille leur dit « on ne s'en sort pas bien ». Voyons si l'autre, celui qui fait des promesses vagues pour tout arranger, peut faire mieux. C'est vraiment intéressant parce que je pense que l'impact économique de cette guerre est énorme et qu'on n'en a pas encore pleinement ressenti les effets. J'ai été très intriguée quand le Financial Times a publié un article expliquant que plusieurs navires avaient payé des droits de passage à l'Iran en yuan chinois pour traverser le détroit. Donc, cette guerre crée clairement un précédent pour s'éloigner des institutions et des systèmes dominés par les États-Unis et par l'Occident, y compris pour les règlements du commerce de l'énergie et pour réduire l'usage du dollar. À votre avis, qu'est-ce que cette guerre va signifier pour les marchés mondiaux de l'énergie, pour leurs priorités d'investissement au Moyen-Orient, dans ses infrastructures et ses ressources, bien sûr? Pensez-vous que cette guerre pourrait vraiment conduire à une toute nouvelle architecture mondiale et économique en matière de commerce de l'énergie, de règlements financiers et du rôle des États étrangers dans ce nouveau cadre? Oui, je pense que vous posez exactement la bonne question. Je veux dire, que se passe-t-il maintenant? On peut regarder ce qui s'est passé en 1973. Après ça, tout a complètement changé. Les marchés ont bougé, puis ils ont mis en place le pétrodollar. Et là encore, tout a été bouleversé. Vous verrez qu'il y a eu une énorme récession. Rappelez-vous, dans les années 70, les taux d'intérêt étaient énormes, 15%, 16%, 17% aux États-Unis. Et ça pourrait très bien se reproduire. N'oubliez pas qu'il y a 39 000 milliards de dollars de déficit fédéral américain et que ce chiffre continue d'augmenter sans aucun plan pour le rembourser. En fait, il y a déjà des milliers de milliards supplémentaires préapprouvés qui vont s'y ajouter. Donc on est face à un scénario assez inquiétant. Si je parle du déficit, c'est parce que ces dettes sont généralement détenues soit par le secteur privé, soit par le gouvernement, les fonds de pension par exemple, sous forme de bons du Trésor. Et ces bons du Trésor doivent trouver des acheteurs. S'il n'y a pas d'acheteurs, les taux d'intérêt doivent augmenter pour les attirer sur le marché. Donc, quand les taux montent, la nouvelle dette devient plus chère à rembourser. Par exemple, si je rembourse une partie de la dette et que j'en émets une nouvelle, ce sera à un taux plus élevé. Et si j'émets simplement de la nouvelle dette, ce sera aussi à un taux plus élevé. Mes coûts augmentent donc, et ce n'est pas bon pour les États-Unis.
Le pays a déjà un déficit budgétaire d'environ 2000 milliards de dollars, parce que les recettes fiscales sont inférieures de 2000 milliards à ce qui est dépensé. Donc à mon avis, c'est assez simple à comprendre. On continue juste d'emprunter sans aucun plan pour rembourser. Tu sais, la situation devient de plus en plus critique pour les États-Unis. Et si on regarde comment ça affecte les règlements mondiaux, surtout quand les marchés pétroliers sont secoués par ces frais supplémentaires. Bon, prenons un exemple. Un grand pétrolier qui transporte 2 millions de barils de pétrole et on lui impose 2 millions de dollars de frais. Ça fait $1 par baril. C'est faisable. Très bien, mais qu'est-ce que ça veut dire pour l'Iran? On parle d'environ 50 milliards de dollars par an, ce qui veut dire qu'ils pourraient obtenir des réparations, reconstruire leur pays. Ils n'auraient même plus besoin de dépendre vraiment de l'exportation de pétrole, parce qu'en réalité, les coûts sont minimes. Juste quelques patrouilleurs de la garde côtière, la menace, quelques mines et l'avertissement clair. Si vous essayez de passer par là, on vous interceptera. Et tu vois, si la seule solution, c'est de payer $1 de plus par baril, très bien, faisons-le, et on verra ce qui se passe. Trump a dit « Oh non, je ne vais pas vous laisser faire ça ». Je vais mettre en place mon blocus pétrolier, ce qui est assez drôle puisque c'est lui qui disait qu'il fallait l'ouvrir. Mais ça, c'est typique de Donald Trump. On ne sait jamais ce qu'il va dire d'une seconde à l'autre. Sa pensée n'est pas vraiment claire. Donc on se retrouve dans une situation où il essaye de mettre une pression maximale pour trouver un moyen de dire « j'ai gagné » et s'en aller. Et pour que ça marche, il faut qu'en face, l'Iran puisse aussi dire « on a gagné » et s'en aller. Mais il y a trop de problèmes à régler. Comme je l'ai dit, les armes nucléaires israéliennes, les réparations, comment elles sont payées, et puis les garanties. Ça, c'est vraiment essentiel. Vous savez, l'Iran ne veut pas revivre la situation d'avant où il disait « d'accord, cessez le feu, peu importe ». Et puis, vous savez, quelques semaines, quelques mois, quelques années plus tard, ils reviennent frapper à la porte, bombarder leur ville, tuer leurs dirigeants et ainsi de suite. Tout ça, ce sont des situations très complexes. La première dépend du fait qu'Israël y renonce, et ça demanderait une pression énorme de la part des États-Unis. La deuxième, en ce qui concerne les garanties et tout le reste, impliquerait beaucoup de pays différents. Le versement des réparations devrait être organisé de façon à ce qu'ils ne reçoivent pas tout cet argent chaque année, qu'il y ait une limite. Une fois qu'ils ont été indemnisés, ils devraient revenir à des tarifs très faibles, voire à la gratuité, pour permettre un accès libre. Alors, comment faire pour que ça arrive? À mes yeux, la seule façon, c'est que le monde entier, qui souffre vraiment de cette situation, se rassemble. Et quand je dis le monde, je parle des BRICS. Je parle de l'Amérique du Sud, de l'Afrique, de l'ASEAN, de l'Asie centrale, qui se rassemblent pour dire « ça suffit, vous deux, il faut arrêter ». À l'adresse des États-Unis, arrêtez avec ces sanctions ignobles de type terroriste et tout ce qui va avec. Arrêtez d'essayer de nous monter les uns contre les autres pour servir vos intérêts. Arrêtez d'attaquer d'autres pays. Et à l'Iran, ils disent « Vous n'avez pas le droit de punir le reste du monde sous prétexte que vous voulez vous venger de quelqu'un qui vous a fait du tort. » La seule façon de faire passer ce message, ce n'est pas de dire « On va vous attaquer » ou vous envahir. Parce que ça, dans le monde d'aujourd'hui, ça ne marche plus. Mais ils disent que, sur le plan économique, si vous deux ne vous calmez pas, on ne fera plus de commerce avec vous. Et là, on parle de 5% de la population mondiale, face à 95% qui disent « Non, ça suffit. C'est nous les plus forts maintenant, et on vous dit d'arrêter complètement. Et si vous ne le faites pas, il y aura des conséquences graves que vous ne pourrez pas maîtriser et qui mettront littéralement vos nations à genoux. » C'est la seule façon que je vois de régler ces trois problèmes.
les armes nucléaires, les garanties et les paiements de réparation. Mais ce sera un long processus, pas quelque chose qui se fera du jour au lendemain. J'imagine qu'il faudrait une unité vraiment forte entre les nations du Sud global pour oser un geste pareil. Et je pense que ce serait très difficile parce qu'elles sont toutes très différentes. Mais ce qu'elles ont en commun, c'est l'impact du militarisme américain, de l'interventionnisme des États-Unis et des actions d'Israël au Moyen-Orient. Toutes en souffrent d'une manière ou d'une autre. Donc je pense que ça pourrait être le terrain d'entente qui les rassemble et qui les pousse à chercher une solution à ce problème persistant, un problème qui dure non pas depuis des décennies, mais sans doute depuis des siècles. Non, absolument. Et l'endroit logique pour que ça se fasse, ce serait l'ONU. Mais l'ONU est paralysée par le fait qu'il y a 5 pays qui sont plus égaux que les autres parce qu'ils ont un droit de veto. Ce veto l'a rendu dysfonctionnel. Si on pouvait supprimer le veto, ce que franchement je ne pense pas possible, personne n'est prêt à y renoncer de son plein gré. Certains diront simplement « Non, jamais, je ne le ferai pas ». Donc je pense que si ces pays s'unissent, ce ne sera pas dans le cadre d'une organisation formelle. Ce sera simplement eux qui se rassemblent et disent « Ça suffit maintenant les enfants. Vous n'avez pas le droit de détruire nos vies, ni celles de gens qui ne vous ont rien fait. » En fait, ils peuvent être favorables à l'Iran, comme vous l'avez souligné, à cause de ce que les États-Unis ont fait. Même s'ils sont favorables aux États-Unis, ça ne change rien. Le fait est que leur population et leurs économies subissent les conséquences. Sur ce point précis, ils peuvent s'unir. Moi, je pense qu'il y a de l'espoir pour le monde. Je crois que ce serait un point de lumière, quelque chose qui pourrait inspirer l'idée d'une initiative de gouvernance mondiale, où, quand c'est nécessaire, les pays du monde se rassemblent et font ce qu'il faut pour que l'humanité puisse se prendre en main. Après tout, si nous avons des gouvernements, c'est pour maintenir l'ordre, pour assurer notre sécurité. Si chacun vivait isolé, on se battrait avec les animaux et que le plus fort gagne. Mais nous vivons ensemble. Il faut qu'il y ait une structure. Et cette structure, c'est le gouvernement. Les gouvernements ont un rôle important à jouer pour offrir des opportunités, des filets de sécurité sociale et tout ce genre de choses. Tout ça fait partie de ce que les gouvernements sont censés faire. Et ça ne concerne pas seulement un gouvernement en particulier, mais tous les gouvernements. J'espère qu'un jour, les gens comprendront ça et se diront « Écoutez, il faut rendre le monde plus sûr. On n'a pas besoin de plus d'armes, ni de plus de munitions, ni de plus de missiles. Ce qu'il nous faut, c'est une approche raisonnable pour comprendre comment éviter tout ça. Arrêter de gaspiller notre argent dans des choses inutiles et le mettre plutôt dans les infrastructures, l'éducation, les services sociaux, pour aider ceux qui ont besoin d'aide. Franchement, ce n'est pas plus logique que d'essayer de s'entretuer. Absolument. Vous avez évoqué les sanctions tout à l'heure, et cette semaine, le Trésor américain a averti qu'il pourrait imposer des sanctions secondaires aux banques chinoises qui facilitent les flux financiers iraniens. Ce qui me choque le plus, c'est que les États-Unis sont déjà devenus leur propre pire ennemi. Ils violent le droit international, mènent des guerres par procuration et ignorent complètement la souveraineté des autres États, comme on le voit ici. Et maintenant, ils veulent s'en prendre à la Chine parce qu'elle héberge des comptes bancaires iraniens. Tout cela se produit à peine quelques semaines avant la rencontre prévue entre Trump et Xi Jinping. Et dans le même temps, bien sûr, Trump veut présenter sa relation avec Xi comme une amitié très belle, très proche. Alors, est-ce une partie d'échec en 5 dimensions ou simplement de la pure arrogance de la part de Washington?
quand on voit ces messages contradictoires et cette sorte de stratégie du bâton et de la carotte. Sort of this carrot and stick approach being applied. Okay. Well, if you have any doubts about the answer, whether this Eh bien, si vous avez le moindre doute sur la réponse, si vous vous demandez si c'est une sorte d'échiquier sous-marin à 6 dimensions joué par un grand maître, Donald Trump, regardez simplement ce qu'il a accompli pendant son premier mandat et maintenant, pendant son mandat et quelques mois. Rien. Où est son plan de santé? Où sont les prix plus bas? Comment a-t-il tenu l'Amérique à l'écart des guerres? Comment est-il en train de réindustrialiser le pays? Très bien, a-t-il apporté la vérité et la lumière sur les dossiers Epstein? Voilà mon point. Ce qu'il fait, c'est qu'il se spécialise dans l'art de se réveiller chaque matin en se demandant « Comment je garde tout le monde occupé? Comment je fais courir la presse ?» Vous savez, si vous entrez dans une pièce et que vous posez un chat mort sur la table, tout le monde regarde le chat mort, non? Imaginez que vous entrez dans une pièce, vous balancez un chat mort sur la table, puis vous lâchez une poignée de lapins blancs dans la pièce. Qu'est-ce qui se passe? Les gens regardent d'abord le chat mort, puis les lapins. Et du coup, ils oublient les questions qui comptaient vous poser sur vos politiques, sur leur efficacité. À la place, ils vous interrogent sur le film de Melania ou sur votre dernière déclaration scandaleuse. Et là, vous pouvez répondre « Eh bien, je ne les aime pas. Il n'est pas important. Il a un QI faible. Oui, j'ai nommé toutes ces personnes à des postes au gouvernement, mais elles ne valent rien. C'est The Apprentice, version Washington, saison 6. Et on voit déjà qu'il a convoqué des gens dans la salle du conseil pour les virer. Et vous savez, il refait exactement ce qu'il faisait dans son émission télé. Il distrait les gens, il les occupe sur le moment, sans qu'ils se demandent « Mais qu'est-ce que ce type complètement fou est en train de faire avec tous ces jeunes à les monter les uns contre les autres ?» Voilà, c'est ça qu'il faisait. Il ne fait que suivre ce qu'il connaît. Et il n'y a pas de vrai plan. S'il y en avait un, il aurait déjà accompli quelque chose. Mais non, rien. Enfin si, je ne devrais pas dire ça. Il a fait peur à des gens, il en a expulsés, et il en a tué, sous prétexte qu'ils seraient des étrangers. C'est assez ironique, dans un pays fondé par des étrangers qui ont pris la terre aux peuples autochtones. Et lui, il trace une ligne de séparation qui n'a rien à voir, comme pour sa femme, avec le moment où elle est arrivée, ni avec le fait qu'elle serait, soi-disant, un génie. Ce que je pense, la plupart des gens ne croiraient pas vraiment. Tu sais, il fait ça juste à cause de la couleur. Vous savez, il s'en est pris aux Somaliens. Je doute même qu'il en connaisse un seul. Il dit qu'ils ont créé des fraudes à Medicare et Medicaid pour des centaines de millions. Eh bien, lui, il a gracié une trentaine de personnes impliquées, entre autres, dans des fraudes à Medicare et Medicaid. Et ces gens-là n'ont plus à rembourser environ 1,1 milliard de dollars d'amende parce qu'il les a graciés. Ce sont des criminels condamnés. Il n'y a aucun doute sur leur culpabilité. Mais comme ils connaissaient quelqu'un ou qu'ils ont payé quelqu'un, ils ont obtenu une grâce. Et tout ça, c'est documenté. Et puis il y a son incroyable intérêt personnel dans toute cette affaire. Sa famille s'enrichit à vue d'œil. La valeur de ses biens, sa fortune, vous savez, elle est montée à 5 milliards de dollars. Et il y a des rumeurs selon lesquelles son fils ferait du trading avec des informations privilégiées, avant même les annonces qu'il prépare. Et vous savez, clairement, il se passe des choses. Mais est-ce que les organismes de surveillance s'en occupent vraiment? Apparemment non. Pourquoi? Parce qu'ils sont contrôlés par Trump. Donc on se retrouve avec une situation complètement hors de contrôle. Il ne sait pas ce qu'il fait. Il réagit au jour le jour, comme il l'a toujours fait. Il applique le modèle de son émission. Et malheureusement, le Parti républicain le suit. Mais il y a un point, je pense, auquel les gens devraient vraiment prêter attention. La plupart des commentateurs qui étaient pro-Trump, pro-MAGA,
restent encore un peu pro-MAGA, mais ils ne sont plus pro-Trump. Et ils parlent beaucoup de J.D. Vance, le vice-président. Alors pourquoi parler de lui? Parce que si le parti et ceux qui détiennent le pouvoir décident que Donald Trump a montré qu'il est incompétent, ou qu'il perd la tête, ou peu importe, ils peuvent utiliser le 25e amendement pour le destituer. Il faut pour cela qu'une majorité du cabinet déclare « Nous pensons que le président est inapte et incapable d'exercer ses fonctions ». Il reçoit alors cette notification et dispose d'un délai limité pour répondre. Mais en pratique, c'est le cabinet qui tranche et il peut être écarté. Cela mettrait J.D. Vance à la Maison-Blanche, une perspective inquiétante. J'appelle J.D. Vance, Dark Vance, parce qu'il adhère et qu'il est lié à ceux qui suivent l'idée de l'illumination sombre. Cette idéologie part du principe que le gouvernement doit être ruiné et que ses fonctions doivent être reprises par le secteur privé. Des gens comme Peter Thiel, qui est le principal actionnaire d'une entreprise portant le nom de l'œil du mal, Palantir, l'œil de Sauron dans Le Seigneur des Anneaux, partagent ce genre de vision. Franchement, je reste sans voix. On a ces geeks qui se prennent pour les futurs seigneurs de la tech, persuadés qu'ils vont tout contrôler parce qu'ils sont tellement intelligents, non? Heureusement, l'histoire nous a déjà montré la même chose avec les barons du rail, du pétrole et de l'acier, à la grande époque de l'industrialisation américaine dans les années 1880. Eux aussi pensaient pouvoir tout conquérir. Et au final, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont battus entre eux parce qu'ils se détestaient et qu'ils étaient en compétition permanente. Donc, pour moi, ça ne marche pas. Mais bon, là on parle d'un type pour qui, d'après mes estimations, Peter Thiel a mis environ 250 millions de dollars sur la table. Il croit lui aussi à cette idée de Dark Enlightenment. Il s'en sent proche. Mais il est profondément antidémocratique. Il ne croit pas en la démocratie. Donc ça marche pas. Vous voyez, ça marche pas. On devrait tout reprendre en main. Mais en face, évidemment, il y a le complexe militaro-industriel traditionnel qui dit « N'allez pas vers les drones, n'allez pas vers les missiles, n'allez pas vers la cybertechnologie, restez sur les chars, les sous-marins, le bon vieux métal. Vous savez, il nous faut plus de marines, plus de porte-avions. » Même si, au fond, ça ne fonctionne pas toujours très bien. Alors ils se battent entre eux. Et puis, les démocrates, eux, semblent surtout vouloir protéger les grandes entreprises qui aimeraient revenir au bon vieux temps, quand le gouvernement américain servait, en quelque sorte, de relais pour aller renverser des pays ou des gouvernements qui n'étaient pas d'accord avec eux. Je veux dire, c'est de là que vient l'expression « république bananière ». Littéralement, Dole disait « Ah, ils essaient de créer un syndicat ». Ou bien « Il y a eu une élection démocratique. On n'aime pas ce type. Allez, on y va ». L'armée descendait, organisait un coup d'État et vous voyez installer un dictateur. Et bien sûr, les conditions pour Dole et pour les autres intérêts économiques étaient excellentes. Donc, ironiquement, le Parti démocrate est passé des travailleurs à leurs patrons, non? En représentant ces intérêts particuliers qui veulent dominer le monde pour en tirer tout ce qu'ils peuvent. Et qu'est-ce qui manque là-dedans? Le peuple américain. Hum. Les gens qui, depuis 4 ans, voient leur salaire stagner. En 1972, vous savez, 61% des Américains faisaient partie de la classe moyenne. Si on prend les mêmes critères et qu'on avance jusqu'en 2024, c'est seulement 40%. On a perdu beaucoup de monde. Oui, il y a eu une hausse du nombre de personnes dans la classe moyenne supérieure, mais pas assez pour compenser. Et ces Américains-là, 60% d'entre eux, n'ont même pas 400 $ de côté en cas d'urgence. Ils vivent, en gros, de chèque de paie en chèque de paie. Ça veut dire qu'ils sont fragiles,
S'ils doivent prendre une ambulance, ça leur coûtera bien plus que 400 $. Si quelqu'un meurt et qu'il faut payer les funérailles, c'est plus de 400 $. Et très probablement, si leur voiture tombe en panne, s'ils ont besoin de nouveaux pneus, peu importe, ce sera plus de 400 $. Ils n'ont même pas cette somme. Ce sont des gens qui vivent sur le fil. These are people living on the edge, and no one seems concerned about them. There's a lot of lip Et personne ne semble s'en inquiéter. On en parle beaucoup, mais ce ne sont que des paroles. Ce sont les gens qui ont voté pour Donald Trump parce qu'il avait promis de contrôler les prix, de ramener de bons emplois industriels et de faire en sorte que leurs fils et leurs filles n'aient pas à partir à la guerre. Et maintenant, ils se sentent trahis. On commence donc à voir cette sorte de mise en scène se dérouler. J'imagine qu'avant les élections de mi-mandat, il pourrait y avoir une tentative pour écarter Donald Trump, parce que les républicains regardent les sondages et ils sont catastrophiques. Si les sondages continuent de suivre la popularité de Donald Trump, on verra un énorme changement au Sénat et à la Chambre des représentants. Et si l'un des deux passe sous contrôle démocrate, cela voudra dire que la capacité de Donald Trump à manœuvrer sera pratiquement réduite à néant. Absolument. Et c'est très intéressant parce qu'on est à seulement quelques mois des élections de mi-mandat et la cote de Trump est au plus bas. Elle est dans le négatif. Et on ne voit vraiment aucun signe à Washington d'une volonté de revenir sur certaines politiques ou même d'essayer de corriger certains de ses problèmes. On a plutôt l'impression qu'il creuse encore plus et on ne comprend pas très bien quel est l'objectif. Mais les élections de mi-mandat vont être très intéressantes si elles ont lieu. Je suis d'accord, si elles ont lieu, parce que c'est un grand si en ce moment. Et il semble bien que Trump soit prêt à utiliser n'importe quel prétexte qu'il peut transformer en victoire personnelle. J'ai aussi l'impression que le fait d'aller à Pékin et de rencontrer Xi Jinping sera présenté d'une manière ou d'une autre comme un succès par l'administration Trump. Alors peut-être, Einar, une dernière question pour toi aujourd'hui. Avec le sommet États-Unis-Chine qui approche, quels sont les objectifs de Trump et quels sont ceux de Pékin? Qu'est-ce que tu en attends? Eh bien, les objectifs de Trump, c'est, vous savez, de détourner l'attention d'Epstein, de la guerre qu'il est en train de perdre, de ses politiques économiques qui ne fonctionnent pas, de l'éclatement de sa base MAGA, de ses sondages catastrophiques et de ce genre de choses. Il croit vraiment que, quand il se tient à côté d'un autre dirigeant puissant, que ce soit Poutine, Modi ou Xi Jinping, ça lui donne une sorte d'aura, comme s'il faisait partie du club. Vous voyez? Du genre, je suis un homme puissant, je vais avoir un immense arc de triomphe, une salle de bal gigantesque, je vais mettre mon visage sur le mont Rushmore et je vais gagner le prix Nobel, et ainsi de suite. Un homme qui essaye toujours de compenser, disons, son manque sur bien des plans. Donc oui, son objectif ici, comme je l'ai dit, c'est de détourner l'attention. Il voudrait obtenir quelque chose, mais quoi, exactement? Passons maintenant de l'autre côté. Qu'est-ce que la Chine pourrait offrir? Et pourquoi le ferait-elle si cette rencontre a lieu? Il y a en ce moment beaucoup de débats pour savoir s'il le ferait vraiment. Il y avait un accord, ou du moins un accord officieux, selon lequel l'une des conditions était la paix au Liban, ou plutôt pas la paix, un cessez-le-feu. Alors, il a déclaré un cessez-le-feu. Israël le viole, il continue simplement d'attaquer. Apparemment, ça ne les préoccupe pas vraiment. Mais ça donne vraiment l'impression que Trump est très faible, puisqu'il leur a interdit d'agir. D'accord. Et eux, en gros, ils se moquent ouvertement de lui pendant qu'il tue encore plus de Libanais. Alors la Chine s'inquiète, parce qu'il s'est mis dans une impasse, et ils craignent qu'il fasse quelque chose de désespéré. Rappelons que les États-Unis possèdent 5000 armes nucléaires. Est-ce qu'il essaierait d'utiliser une arme nucléaire tactique ou quelque chose du genre?
Encore une fois, personne ne sait ce que ça impliquerait, mais ça aurait forcément des répercussions à l'échelle mondiale. L'Iran en particulier se trouve au cœur du flux eurasien, ce qui veut dire que tout ce qui monte là-bas, un nuage nucléaire par exemple, se répandrait partout, très très vite. Et ça aurait des répercussions sur l'Inde, sur d'autres régions du Moyen-Orient, et ainsi de suite. Ce serait vraiment lourd de conséquences s'ils en déclenchaient suffisamment. On pourrait se retrouver avec une sorte d'hiver nucléaire. Évidemment, il y aurait la mort et la destruction, car les radiations toucheraient les réserves alimentaires, la vie des gens, l'eau et tout le reste. Alors dans une situation pareille, s'ils pensent qu'ils peuvent, en gros, discuter avec lui, s'asseoir, engager le dialogue, lui offrir quelques babioles, dire « on achètera un peu plus de maïs ou de soja si tu fais ça ». Tout est transactionnel, parce que avec Donald Trump, c'est tout ce qu'on peut faire. Tu lui donnes quelque chose aujourd'hui, et demain il revient en disant « je m'en fiche de ça, qu'est-ce que tu vas faire pour moi aujourd'hui ?» La moindre marque de faiblesse de la part de n'importe quel pays entraîne un mépris total. C'est traité comme un chien, vraiment. Trump, en vrai tyran, ne respecte personne qui cède face à lui. Ce qui est assez étrange quand on pense à pourquoi Mark Rifa insiste pour l'appeler « papa ». Franchement, c'est incroyable. C'est comme un syndrome de Stockholm. Tu dis « Oh Mark, il faut qu'on t'emmène dans un endroit sûr, tu es en danger ». Mais bon, pour la Chine, c'est compliqué. Ils doivent être les adultes dans la pièce. Et ils n'ont pas vraiment le choix, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ont beaucoup à perdre dans l'économie mondiale. L'idée, c'est qu'il faut tenir plus longtemps que Donald Trump, l'empêcher de faire quelque chose d'aussi fou et destructeur que ça mettrait le monde en danger. Mais la Chine ne peut pas y arriver seule. Elle discute activement avec d'autres pays pour essayer de rassembler des puissances intermédiaires, capables de s'asseoir à la même table que ces deux-là, l'Iran et les États-Unis, et de les convaincre qu'il est temps, pour le bien du monde entier, y compris de leurs propres économies, de trouver un moyen de coexister. Et si ce n'est pas possible, alors au moins de se laisser tranquille. Sinon, tout le monde en pâtit. Personne n'y gagne. Einar Tanyan, je te remercie vraiment pour tes analyses. C'est toujours un plaisir d'entendre ton point de vue et de profiter de ton expertise. J'encourage nos spectateurs à te suivre sur Substack. Je mettrai les liens vers tes réseaux sociaux dans la description de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir participé et j'ai hâte d'en refaire une avec toi. Merci, Lena. J'aimerais juste ajouter une chose, si vous permettez. Vous avez demandé pourquoi ces partis restent les bras croisés, apparemment sans rien faire. Eh bien, je dirais qu'en politique partisane aujourd'hui, il ne s'agit plus de faire preuve de leadership, mais de loyauté. Pour gravir les échelons, il faut suivre la ligne du parti. Si vous êtes toujours d'accord avec la ligne du parti, vous n'êtes pas vraiment un leader. Vous êtes juste quelqu'un qui dit oui. Et ce qu'on voit aujourd'hui, des deux côtés, ce sont des gens incapables de faire autre chose que d'acquiescer. Pourquoi? Parce qu'ils sont le produit d'un système qui récompense ceux qui le font. Absolument. C'est vraiment important parce qu'aux États-Unis, on a ce qu'on peut appeler un effet de parti unique. Il y a quelques décennies, les démocrates étaient censés être pour la paix, du moins c'est ce qu'on disait officiellement, et les républicains, eux, étaient pour la guerre. Eh bien aujourd'hui, les deux partis sont pro-guerre, favorables aux atteintes aux droits humains, certains diraient même pro-génocide, pro-guerre par procuration, et en somme, pro-guerre tout court. Ils ne mettent pas vraiment l'Amérique en premier, comme ils devraient le faire parce que leurs électeurs, eux, aimeraient certainement qu'ils le fassent. Mais comme vous l'avez dit, oui, je pense que c'est un point vraiment
vraiment essentiel. Et j'aime que ce soit sur ce point qu'on conclut la discussion parce que, avec un peu de chance, ce sera l'un des messages clés à retenir de l'épisode d'aujourd'hui. Si,